Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce téléjournal de 20 heures. Au sommaire de la principale édition de l'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine, ce jeudi, un haut gradé nigérian nommé à la tête d'une force d'intervention militaire africaine régionale renforcée contre Boko Haram, attendu depuis longtemps. Le quartier général de l'armée nigériane annonce que le major général Tukur Yusuf Buratai a pris ses fonctions de chef de la force d'intervention conjointe multinationale à N'Djamena, capitale du Tchad. Forte de 8 700 militaires, policiers et civils, la force regroupe le Nigeria, ses voisins le Tchad, le Cameroun et le Niger. Petit rayon de soleil sur le Burundi, l'ONG Adisco vient de recevoir une récompense, le prix Roi Baudouin, pour son action qui stimule l'esprit d'entreprise, la création de coopératives et de mutuelles de santé fédérées sur l'ensemble du Burundi. Une distinction qui extirpe le pays de l'imbroglio politique qui le secoue depuis plusieurs semaines. Adisco et les autres associations de la société civile qui travaillent dans le secteur agricole permettent la création de plus d'un demi-million d'emplois dans le pays. De la santé, le professeur virologue congolais Jean-Jacques Mouyembe, lauréat du prix Mérieux de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. La distinction récompense ses recherches sur le virus Ebola qui ont permis la mise au point de mesures de contrôle de la maladie. Doté de 500 000 €, le prix lui a été remis à l'Institut de France à Paris. Vers la fin de ce journal, je reçois un réalisateur cinéaste, Patrick Bouémé, gabonais, qui va me rejoindre sur ce plateau pour 7 minutes. Nous allons parler naturellement de l'avant-première de sa nouvelle série télévisée Étoile assombrie, dont la sortie est prévue ce vendredi à Libreville. Nous en parlons dans une vingtaine de minutes. Voilà pour la vitrine. Tout de suite, les détails. Bonsoir et bienvenue. D'abord, le Nigeria. Moins d'une semaine après l'investiture de Muhammadu Buhari, un militaire nigérian a pris la tête de la force d'intervention contre Boko Haram, basée au Tchad. Le nouvel homme fort du Nigeria s'active manifestement à vaincre la secte dirigée par Abubakar Shekau. Le compte-rendu d'Uriel Abaka. Le major général Tukur Yusuf Buratai a pris mercredi à N'Djamena au Tchad le commandement de la MNJTF, la force d'intervention militaire africaine et régionale contre Boko Haram. Une prise de fonction qui intervient alors que Muhammadu Buhari, le nouveau chef de l'État nigérian, rend visite à ses homologues présidents du Niger, du Tchad et du Cameroun, autres pays victimes des affres de la bande à Abubakar Shekau. Depuis la campagne pour l'élection présidentielle dont il est sorti victorieux de Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari, qui présidera aux destinées du Nigeria pendant les 4 prochaines années, a fait de la lutte contre la secte islamiste Boko Haram la priorité de son mandat. La direction de la lutte contre les islamistes avait quasiment été arrachée par Idriss Déby, le président tchadien, en début d'année. Les observateurs avaient alors déploré la faiblesse de Goodluck Jonathan, qui a fait preuve de toute son impuissance contre ce groupe terroriste qui fait des ravages dans la région du lac Tchad. La prise de fonction du major général Buratai sonne comme une rupture totale avec l'ancien régime en place à Abuja. C'est surtout la preuve que Muhammadu Buhari, l'ancien militaire, fera preuve de plus de pragmatisme pour vaincre Boko Haram, une organisation qui a fait plus de 15 000 morts depuis 2009. Depuis quelques jours, les islamistes perpètrent des violences à Maïdougouri, la grande ville du nord-est du Nigeria, capitale de l'état de Borno. Des dizaines de personnes y ont perdu la vie, quelques jours après la prestation de serment de Muhammadu Buhari, qui a promis de déplacer d'Abuja à Maïdougouri, le centre de commandement des opérations militaires contre Boko Haram. Des exactions qui s'apparentent à un bras de fer entre Shekau et Buhari. Nigeria toujours, Amnesty International a appelé de nouveau la Cour pénale internationale a lancé des poursuites pour crimes de guerre contre des hauts gradés de l'armée nigériane impliqués justement dans la lutte contre Boko Haram. Dans un rapport publié mercredi, l'institution de préservation des droits de l'homme estime avoir réuni assez de preuves. Suivant ce reportage de Dina Kousso. La Cour pénale internationale pourrait avoir de nouveaux clients dans peu de temps. Amnesty International a rendu public ce mercredi un rapport de 133 pages intitulé « Des galons sur les épaules, du sang sur les mains » qui remet en cause une partie importante de hauts gradés nigérians dans la lutte contre Boko Haram. Pour cette organisation de défense des droits de l'homme, les droits humains ont été violés en prétestant faire appliquer la loi. Les militaires nigérians ont été engagés dans une violation systématique des droits humains dans le cadre du droit humanitaire international. Et nous croyons que ces actes constituent des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité.
Nous avons recensé plus de 27 cas d'exécution extrajudiciaire et nous croyons que plus de 1200 personnes ont peut-être été assassinées illégalement par les militaires. Nous pensons que plus de 7000 personnes sont mortes en prison, détenues par les militaires, et nous pensons que depuis 2011, plus de 20 000 Nigérians ont été victimes d'arrestations et de détentions arbitraires. Une enquête préliminaire sur l'insurrection de Boko Haram a été ouverte au Nigeria. On parle d'au moins 17 000 morts depuis 2009, selon Amnesty International. Le tribunal avait estimé par le passé ne pas avoir de preuves suffisantes pour poursuivre l'armée nigériane quant à de violences systématiques commises à l'encontre de civils dans le cadre de la contre-insurrection. Direction le Sénégal, les chambres africaines extraordinaires qui doivent juger Hissène Habré ont procédé mercredi à l'interrogatoire d'identité de l'ancien président tchadien. Une formalité qui donne le temps du procès à venir, dont la date est fixée déjà au 20 juillet à Dakar. Mais l'ancien président a choisi de rester mutique devant les juges. Dina Koussou. Ce mercredi, l'ex-chef de l'exécutif tchadien Hissène Habré était devant le président des chambres africaines extraordinaires pour être auditionné avant l'ouverture du procès qui est prévu avoir lieu le 20 juillet prochain à Dakar au Sénégal. L'interrogatoire d'identité a donc constitué l'une des étapes préliminaires qui donnera le ton du procès à venir. Fidèle à son habitude, pendant les 19 mois d'instruction, le président Habré est resté muet devant les juges sous le regard de ses avocats qui ont précisé que leur client a dû être porté pour sortir de la prison. Tandis que le procureur général des chambres a estimé qu'il a été amené sans violence ni heurts. Ce fut un interrogatoire à sens unique qui a duré une vingtaine de minutes. Le président des chambres africaines extraordinaires a accepté que l'ancien numéro 1 tchadien porte son habituel turban. Puis, à sa sortie, l'homme de 73 ans a salué quelques-uns de ses soutiens présents sur le territoire sénégalais avant de regagner la prison. Rendez-vous le 20 juillet prochain, premier jour du procès, où le président de la juridiction chargée du procès pourra choisir de faire comparaître Habré, de forcer si c'est nécessaire. Économie à présent, le Burundi est à l'honneur et c'est le choix du conseil d'administration de la Fondation Roi Baudouin. Adisco a été choisi pour son action qui stimule l'esprit d'entreprise, la création de coopératives et de mutuelles de santé fédérées au niveau national. La cérémonie de récompense a eu lieu au Palais Royal de Bruxelles en présence de la famille royale belge. Judith Koindo. Créée en 2006, l'ONG burundaise Adisco a été récompensée mercredi du prix du roi Baudouin pour son action qui stimule l'esprit d'entreprise, la création de coopératives et de mutuelles de santé fédérées au niveau national afin de renforcer l'autonomie financière des individus et de changer durablement les conditions du vivre au Burundi. Le fait qu'Adisco se voit décerner un prix alors que le pays vit des événements dramatiques illustre d'autant mieux l'importance de soutenir le combat mené par des femmes et des hommes pour que les populations gardent espoir et pour développer d'autres formes de réconciliation et de cohésion nationale. Le Burundi a vécu pendant plusieurs années dans une situation de guerre ouverte. Et donc les mécanismes de paupérisme, la situation de la pauvreté, ainsi que les mécanismes de dépendance face à la gratuité sont beaucoup plus importants. S'il y a des violences au Burundi, c'est parce que des jeunes aujourd'hui sont sans espoir, n'ont rien à perdre, que ce soit des jeunes du parti au pouvoir, que ce soit des jeunes des partis d'opposition. Aujourd'hui, elles sont dans une misère tellement forte qu'il est vraiment difficile de construire un futur là-dessus. L'association Adisco a pour objectif d'accompagner l'émergence et le développement d'un mouvement social national basé sur la solidarité, capable de porter son propre développement et d'influencer les politiques au profit des couches modestes de la population. Le prix du roi Baudouin a été remis officiellement ce mercredi 3 juin 2015 au secrétaire général d'Adisco, Deo Nyonguru. Le trafic aérien entre l'Afrique et l'Asie vient de bénéficier d'un accroissement non négligeable avec l'ouverture par la compagnie Ethiopian Airlines d'une nouvelle desserte à Manille, la capitale des Philippines. Les vols seront assurés par le Boeing 767-300. Uriel Abaga.
À partir du 9 juillet prochain, 3 vols hebdomadaires d'Ethiopian Airlines desserviront Manille. L'information est tirée d'un communiqué de l'entreprise posté sur son site internet en début de semaine. La capitale des Philippines deviendra la 88e destination internationale de la compagnie éthiopienne et la deuxième ville asiatique reliée par Ethiopian Airlines en provenance d'Addis Abeba en moins de 2 mois après Tokyo, au Japon. Un Boeing 767-300ER de la compagnie éthiopienne décollera de l'aéroport d'Addis Abeba Bolé les mardis, jeudis et samedis en direction de l'aéroport de Manille Ninoy Aquino via Bangkok en Thaïlande. L'appareil pourra transporter en dehors du personnel d'équipage 24 passagers en classe affaires et 211 en économie. Le choix d'Ethiopian n'est pas fortuit. Le trafic entre l'Afrique et l'Asie est en nette progression depuis quelques années en raison des mouvements d'Africains qui vont étudier ou se soigner dans les pays asiatiques et ceux des investisseurs en provenance de l'Asie qui s'intéressent de plus en plus aux potentialités du continent noir. Les dirigeants d'Ethiopian Airlines ont signifié dans le communiqué qu'ils entendent faire profiter à leur clientèle de toutes les zones de développement industriel entre l'Afrique et l'Asie. La compagnie aérienne s'engage également dans un marché où la concurrence est quasi inexistante puisqu'il ne s'agit que d'entreprises avec lesquelles elle a des accords de partage de code. Fondée en 1945, Ethiopian Airlines s'est affirmée au fil des décennies comme l'une des compagnies les plus importantes au monde. Ethiopian Airlines, qui s'est donné pour objectif cette année d'étoffer sa flotte et son réseau, est assurément sur la bonne voie. Dans le reste de l'actualité, au Gabon, Mohamed VI est attendu ce vendredi à Libreville, une visite qui intervient dans le cadre de la tournée en Afrique subsaharienne du souverain chérifien. Cette visite, comme les précédentes, sera ponctuée par la signature de plusieurs accords bilatéraux dans les domaines économiques et sociaux. Voyons ce qu'en pense l'homme de la rue au micro de Marielle Biogou. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu ce vendredi au Gabon. Après Dakar, Bissau et Abidjan, le souverain chérifien va clôturer sa tournée en Afrique subsaharienne à Libreville. Cette visite va donner lieu à la signature de plusieurs protocoles d'accord entre le Gabon et le Maroc. Selon Mohamed VI, cette tournée est une manière de dynamiser la coopération entre les pays du Sud. Les Gabonais, qui ont salué les retombées de cette coopération, ont tout de même fait part de leurs attentes. Le Gabon a longtemps coopéré avec le Maroc dans le domaine de la santé et le domaine militaire. Il faut que le Gabon sache cette fois-ci profiter des avantages de coopération. Quand on parle de coopération, nous sommes dans le cadre où on devra parler de coopération gagnant-gagnant. J'aurais appris qu'il n'y a plus de visa entre le Gabon et le Maroc, donc c'est des bonnes initiatives comme ça qu'il faut louer. Et c'est tout à fait normal. Aussi, cette coopération bilatérale permet-elle depuis de nombreuses années au Gabon de bénéficier de l'expertise marocaine. Dans le domaine de la santé notamment, on compte plusieurs évacuations sanitaires effectuées vers ce pays du Maghreb. En outre, cette expertise marocaine prête également main forte au Gabon en matière d'investissement humain. L'agriculture n'est pas en reste dans cette relation entre les deux pays. Toutefois, cette coopération ne devrait pas être unilatérale. Le Gabon gagnerait également à faire valoir son expertise au royaume chérifien. Un mot d'environnement toujours au Gabon. Ouverture ce jeudi à Libreville de l'atelier de validation de la stratégie nationale sur le mécanisme d'accès aux ressources génétiques et au partage de leurs avantages en vue de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Suivant le reportage de Marie-Angèle Godon. L'atelier de validation des documents sur l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de celle-ci s'est ouvert jeudi à Libreville. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Ce projet va permettre au Gabon de mettre en place son régime APA conformément aux réalités locales et surtout au protocole de Nagoya et aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique ratifiée par le pays en 1997. Cet instrument juridique international contraignant définit un cadre exhaustif pour mettre progressivement un terme à l'appauvrissement de la diversité biologique. Il reconnaît la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles. Selon le directeur général adjoint de l'environnement, l'article 15 de la Convention sur la diversité biologique oblige les États à poursuivre 3 objectifs, à savoir la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources et le partage juste et équitable des avantages. Ce dernier point reste débattu au sein de la CDB.
Le troisième objectif reste et demeure l'une des questions les plus importantes et les plus vivement débattues au sein de la CDB. C'est dans ce contexte que les pays à méga biodiversité, insatisfaits du rythme avec lequel les négociations sont réalisées, ont lancé un appel en 2002 lors d'une réunion internationale, c'est-à-dire l'appel de Cancun. Cet appel a été le véritable catalyseur des négociations en matière d'APA en vue de mettre en place un régime international. Il faut dire que la mise en œuvre du protocole de Nagoya exige un renforcement des capacités des parties prenantes au processus, accès et partage des avantages, et la stratégie nationale APA, selon les responsables gabonais de l'environnement, répond à cet impératif. Je précise que l'accord de Nagoya a été adopté par la 10e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies le 29 octobre 2010 à Nagoya au Japon et est entré en vigueur le 12 octobre 2014. De la santé en République démocratique du Congo après la consécration du docteur Denis Mukwege il y a quelques mois. C'est un autre médecin congolais, le professeur Jean-Jacques Muyembe de l'Institut national des recherches biomédicales qui vient de se voir attribuer un prix d'envergure internationale, le prix Christophe Mérieux de la fondation du même nom pour ses recherches sur Ebola. Roland Jaco. L'Institut de France a annoncé le 27 mai l'attribution du prix Christophe Mérieux 2015, doté de près de 350 millions de francs CFA au professeur Jean-Jacques Muyembe, un médecin congolais pour encourager ses recherches sur Ebola. Le prix a été remis ce 3 juin à l'Institut de France à Paris. Le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende a déclaré, et je cite, « Nous sommes très fiers de ce prix remporté par notre compatriote qui a consacré tant d'années à la lutte contre le virus Ebola. En fait, c'est lui le découvreur du virus, lui qui a permis à notre pays d'avancer dans la lutte. Ce prix est largement mérité. » Fin de citation. Le professeur Muyembe, actuellement directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, a contribué à la découverte de la fièvre hémorragique à virus Ebola et avait été le premier chercheur à se rendre sur le site de la toute première épidémie qui a lieu en 1976 à Yambuku en RDC. Afin de préciser l'étiologie de cette maladie, il avait ramené avec lui à Kinshasa une infirmière fiévreuse dont le sang lui avait permis d'identifier le nouveau virus à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Il a par la suite entrepris des recherches épidémiologiques et virologiques qui ont débouché sur la mise au point des mesures de contrôle d'Ebola utilisées pour la gestion de l'épidémie en Afrique. L'Institut de France a indiqué que le professeur Muyembe a été l'un des premiers à expérimenter la transfusion du sang de convalescents d'Ebola sur 8 malades, ce qui lui a permis de mettre en place les prémices d'une sérothérapie anti-Ebola actuellement en développement. La dernière épidémie d'Ebola en RDC, la 7e de son histoire, a duré de fin août à mi-novembre 2014 et a fait officiellement 49 morts dans une région enclavée de la province de l'Équateur, en pleine forêt équatoriale, dans le district de Bouendé, à 800 km au nord-est de Kinshasa. La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux de l'Institut de France décerne chaque année un grand prix scientifique intitulé Prix Christophe Mérieux, destiné à aider la recherche sur les maladies infectieuses dans les pays en développement. La page culture à présent au Sénégal. La ville de Saint-Louis bouge depuis le début de la semaine dans ses salles, ses quartiers, ses rues au rythme de la danse contemporaine. La plus grande édition du festival Duo Solo Dance est en marche. Pas moins de 3 plateaux de danse, une tournée de spectacles dans les quartiers de la ville et tout ce qui est imaginable en pareilles circonstances. Le compte rendu de Roland Jaco. Du 3 au 7 juin 2015, Saint-Louis bougera dans les salles, ses quartiers et ses rues au rythme de la danse contemporaine avec la plus grande édition du festival Duo Solo Dance. La 8e édition de ce festival international de danse contemporaine se tient sur 5 jours avec pas moins de 3 plateaux de danse, une tournée de spectacles dans les quartiers de la ville, le grand court parcours et le village du festival sur le bateau mythique Bou El Mogdad avec des rencontres, échanges, performances et soirées de danse. Cette 8e édition a l'honneur d'accueillir la 3e plateforme régionale Danse, l'Afrique Danse, qui permettra de repérer les nouveaux talents qui seront présentés lors de la grande édition panafricaine en 2016 au Burkina Faso voisin. En 2008, la compagnie Diant Art et l'Institut français de Saint-Louis s'étaient donné le défi de créer un festival annuel de danse contemporaine, un nouveau tremplin pour les talents nationaux et internationaux dans un temps court et avec des moyens limités. À cette époque, l'association Diant Art venait de naître, quasiment sans financement, mais avec beaucoup de cœur et de persévérance, et la première édition s'était déroulée du 26 au 30 mai 2008.
Depuis la première édition, le festival s'est organisé chaque année grâce à la motivation de son équipe avec des programmations diverses et internationales, des activités dans la ville, des formations et la chance de loger des artistes sur le bateau Bou El Mogdad. En dehors du festival, la compagnie Dan Art produit des spectacles de danse contemporaine, accueille des artistes en résidence venus de plusieurs pays du continent et des ateliers de formation dans son espace Le Château. Elle organise également des projets d'éducation artistique dans le milieu scolaire. En décembre 2012, tous ces efforts et créations a été récompensé par le prix d'excellence que le Conseil régional de Saint-Louis a décerné à l'association Dan Art en tant que meilleure structure culturelle de la région de Saint-Louis. La page sport de ce journal avec les préparatifs de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Certaines équipes qui ont commencé à affûter leurs armes pour le début des éliminatoires le 12 juin 2015 prochain seront malheureusement privées de la plupart de leurs joueurs clés lors du premier tour de cette épreuve de qualification à la CAN 2017. André Ayou, Eric Choupo-Moting ou Idrissa Silla pourraient faire défaut à leurs équipes respectives. Michel Zoueyi pour le compte-rendu. Après la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui a été remportée par la Côte d'Ivoire face au Ghana, place maintenant la préparation de la 31e édition qu'accueillera le Gabon en 2017. Ce sont au total 52 équipes reparties en 13 groupes de 4 qui seront engagées dans cette compétition, dont les éliminatoires débuteront le 12 juin 2015 prochain pour s'achever le 4 septembre 2016. Pour chacun des groupes, 6 journées sont au programme. Malheureusement, plusieurs équipes seront privées de leurs meilleurs joueurs, tels que le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Conakry. Du côté du Ghana, l'on parle de l'absence d'André Ayou de la liste des 23 joueurs convoqués pour affronter l'île Maurice dans le cadre de la première journée des éliminatoires. La Guinée, quant à elle, qui affronte le Tchad le 6 juin prochain en match amical, va devoir faire sans Idrissa Silla du RC Anderlecht et Ibrahima Konté blessé. Le Sénégal n'est pas en reste des équipes en difficulté. Alors qu'il devra affronter le Burundi le 19 juin prochain à domicile, l'attaquant Moussa Sow de Fenerbahçe de Turquie ne sera pas de la partie. Enfin, le Cameroun, qui disputera son premier match dans le cadre de la première journée, va devoir composer sans son attaquant Eric Maxime Choupo-Moting. Le milieu de terrain de Charles IV est victime d'une blessure au genou depuis plusieurs semaines. Autant d'absences qui pourraient compliquer les équations pour l'ensemble des sélections mentionnées. Disons-le, ces éliminatoires ne manqueront pas de surprises. Patrick Bouémé vient de me rejoindre sur ce plateau. Nous allons ensemble évoquer la sortie d'Omet de sa nouvelle série qui pourrait certainement vous accrocher dans les prochaines semaines. Encore faudrait-il que le thème principal vous accroche lui. Nous en parlons dans une poignée de secondes. Étoile assombrie, c'est le titre de la nouvelle série de 52 épisodes que le réalisateur gabonais Patrick Bouémé va présenter demain, 5 juin, à l'auditorium de Gabon Télévision à Libreville. Je vous propose de regarder quelques extraits de la série. On retrouve le réalisateur sur le plateau. Je me suis souvent dit, ton même moment des fois, vu que ton amour n'était pas pour moi. Je me suis laissé emporter par la haine, le désespoir. Regarde, dis-moi ce que tu sais, ou bien tu fous le camp chez moi. Ah pour vous, Barbie a remis 300 000 à Gabri. Et vrai, je veux un bon résultat. Je veux un bon résultat avec la monnaie. C'est que monnaie pas tu. Oh, laisse-moi manger. Ce n'est plus qu'une question de temps. Je ferai de toi ma deuxième épouse. En fait, tu vois, je t'aime comme une sœur et tout ce que je souhaite, ce n'est qu'un bonheur, Barbie. Je t'en supplie, par amour pour ton père, viens à l'église. Moi, Mackenzie, je vais mettre tes pieds à l'église. Mais c'est pour la croix se tourne, le pasteur se wax. Regardez-moi ça, ça ne me doute pas. Vous êtes sûr qu'on ne s'est pas encore vu quelque part? Non, je crois pas. Bonjour bébé, comment tu vas? Tu dis bonjour à qui? De mon passé, oui, ma mère, car tu restes à mes côtés, ami fidèle, ami sincère.
Patrick Bouémé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous présentez donc votre série dès demain. L'avant-première sera faite à l'auditorium de Gabon Télévision. De quoi est-il question dans votre série? Déjà, merci de me recevoir dans ce beau studio de Canal 7. Demain, il s'agira, comme vous l'avez dit, de l'avant-première. L'avant-première, c'est une projection privée, réservée aux acteurs, aux parents, aux sponsors, etc. À peu près comme une conférence de presse, tout simplement. Exactement. Voilà. Alors, de quoi il s'agit dans votre série? Quel est le thème principal de votre série? Bien, Étoile assombrie, c'est, comment dire, on peut peut-être dire une métaphore ou bien une figure de style, comme disent les philosophes. Une étoile brille toujours, mais dans cette série, elle est plutôt assombrie, cette étoile. Vous me direz pourquoi. Mais c'est tout simplement l'histoire d'une jeune actrice qui s'appelle Barbie, qui a beaucoup d'amour pour ses parents, pour sa mère, mais malheureusement, sa maman a plus d'amour pour les autres enfants. En fait, c'est tout simplement la moralité de ce film. Je viens dire stop à ces parents-là qui font la différence entre les enfants, parce que s'entraînent. Et qui en aiment les uns beaucoup plus que les autres. Voilà. Souvent, c'est celui qui apporte un peu plus dans la famille qu'on rejette un peu plus, et celui qui est toujours en train de dormir, qu'on admire, qu'on aime. Et non, et s'entraîne souvent. Oui. Quelles ont été les conditions de tournage de cette série? Bon, très rapidement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Bon, les conditions de tournage, c'est un peu comme souvent quand je suis en tournage. Les acteurs sont là, les appareils sont là. Bon, conditions difficiles, assez faciles. Conditions, c'est beaucoup plus le côté humain. J'ai toujours dit c'est le côté humain, la chose la plus difficile dans la vie. Ça veut dire les acteurs, mais c'est la chose la plus difficile de gérer. C'est pas l'argent, mais c'est les humains, il faut les gérer. Mais quand vous avez de l'amour pour votre travail, on traverse les obstacles. Alors, comment ont été organisés les castings? J'ai une école de cinéma depuis plus de 20 ans qui s'appelle Expression 7. C'est une école qui forme les acteurs depuis plusieurs années, tout simplement. Donc, Expression 7, qui est mon école de cinéma, n'est qu'une réserve d'acteurs, tout simplement. Donc, je les prends à l'intérieur pour jouer dans mes films. Alors, les moyens financiers, c'est quand même colossal, 52 épisodes à venir. Comment vous faites? 52 épisodes. Vous avez des partenaires? Oui, j'ai des partenaires. Mon premier coproducteur, c'est Satcom. Voilà, nous sommes coproducteurs, Expression 7 Productions et Satcom. Voilà, nous sommes partenaires dans ce... Et il y a des sponsors comme Beaufort, pour ne pas citer la marque de bière, et lycée privé à Roissy, et IHEM, l'école de hautes études de management. Voilà, pour ne citer que cela. Alors, très rapidement, rappelez, l'avant-première, c'est bien demain? C'est bel et bien demain, à l'auditorium de la RTG. Venez nombreux, pour ceux qui ont des billets. C'est une série vraiment formidable. Il y a qu'à voir un peu les extraits, j'espère que ça plaira à toute la population. Nous espérons. Demain à 17h. Demain à 17h. À la RTG. C'est une série qui est prévue sur 52 épisodes. Nous avons déjà tourné une dizaine d'épisodes. Voilà. Patrick Bouémé, merci d'être arrivé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette édition de l'information. Voici le rappel des titres et l'ont constitué. Au Nigeria, un haut gradé a été nommé à la tête d'une force d'intervention militaire africaine régionale renforcée contre Boko Haram, attendu depuis longtemps. Le quartier général de l'armée nigérienne annonce que le major général Tukur Yusuf Baratai a pris ses fonctions de chef de la force d'intervention conjointe multinationale N'Djamena, capitale du Tchad. Forte de 8700 militaires, policiers et civils, la force regroupe le Nigeria et ses voisins, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. Petit rayon de soleil sur le Burundi, l'ONG Adisco vient de recevoir une récompense, le prix Roi Baudouin, pour son action qui stimule l'esprit d'entreprise, la création de coopératives et de mutuelles de santé fédérées sur l'ensemble du Burundi, une distinction qui extirpe le pays de l'imbroglio politique qui le secoue depuis plusieurs semaines. Adisco et les autres associations de la société civile qui travaillent dans le secteur agricole ont permis la création de plus d'un demi-million d'emplois. Santé, le professeur virologue congolais Jean-Jacques Mouyembe, lauréat du prix Mérieux de la Fondation Christophe-Redolphe Mérieux. La distinction récompense ses recherches sur le virus Ebola qui ont permis la mise au point de la mesure de contrôle de la maladie dotée de 500 000 €. Le prix lui a été remis à l'Institut de France à Paris. La méditation de ce soir, nous allons la chercher chez un auteur français, Jules Renard, pour accompagner notre invité Patrick Bouémé.
Le talent, c'est comme l'argent, il n'est pas nécessaire d'en parler pour en avoir. Bonsoir.